Nous sommes heureux d'être ici à la Maison des Travaux Publics pour un travail qui est très public, grâce au privé notamment. Nous allons discuter de tous ces sujets. Je parle devant vous en tant que président de la Fondation Prospective et Innovation. C'est une vieille dame maintenant que cette fondation, puisqu'elle a 40 ans. Elle a été créée par René Monory, président du Sénat à l'époque, et qui était le président créateur du Futuroscope, et par François Dalle, qui était son alter ego du monde entrepreneurial, président de L'Oréal. Et tous les deux ont voulu construire un outil de réflexion publique-privée sur la marche de nos sociétés. Et donc, depuis 40 ans, nous nous intéressons à un certain nombre de sujets de cette stratégie qu'il nous faut développer pour donner à nos sociétés et le cerveau et les muscles dont nous avons besoin. Et donc, nous labourons ces sujets. Et parmi les sujets que nous observons, il y a un certain nombre de préoccupations qui sont importantes pour nous et qui, si elles ne sont pas encore au niveau de l'angoisse, sont quand même au niveau de l'extrême préoccupation. Et parmi ces sujets, il y a la santé de nos démocraties et de nos sociétés démocratiques. Et là, nous sommes préoccupés de voir que les systèmes démocratiques, qu'ils soient français, brésiliens, américains, israéliens, des variations démocratiques très diverses, mais que tous souffrent de fragilité en termes de légitimité, puisque la légitimité est quelquefois condamnée, et en termes d'efficacité, car quelquefois les paralysies font que les systèmes n'ont pas l'efficacité nécessaire. Sur la légitimité, je vous donnerai qu'un seul petit exemple. Avec ma longue expérience politique, je me promenais dans les rues de Paris un samedi de gilets jaunes. J'étais avec mon épouse. Heureusement, à cette époque-là, on avait les masques, ce qui faisait qu'on pouvait traverser les manifestations sans être reconnu. Et je vois un groupe très important, 2 à 3 000 personnes, c'était sur l'avenue Franklin Roosevelt, qui arrivait devant nous. Et devant, 2 jeunes, tout de noir vêtus, qui arrivent et qui, avec des journaux, mettent le feu dans une agence bancaire. Pour être franc avec vous, des fins de manifestations qui ont mal terminé, j'en ai vu et revu. Ce que je n'avais jamais vu, c'est que quand les premières flammes sont sorties de la banque, 3 000 personnes qui applaudissent. Ça s'appelle la légitimité de la violence. Et c'est, je crois, des sujets sur lesquels il faut qu'on réfléchisse, car autrefois, on connaissait que les jeunes Corses qui nous disaient « nous obtiendrons par la violence ce que la politique n'a pas su nous donner ». Et on voit bien aujourd'hui que ce sujet se développe considérablement. Alors, cette question de légitimité qui nous touche tous, et cette question de l'efficacité, parce que nos systèmes bureaucratiques sont extrêmement lourds, nous ont fait penser qu'il était intéressant d'interpeller des personnalités qui, dans leurs responsabilités et dans leur activité, étaient en permanence sur ces sujets de légitimité et d'efficacité. Et nous nous sommes tournés, nous, Fondation Prospective Innovation, tout de suite vers Patrick Bernasconi. Parce que Patrick Bernasconi, c'est un personnage qui a fait sa carrière dans les travaux publics, ce qui n'est pas un endroit où on manque d'efficacité, et il est devenu un peu le patron du dialogue social en France en présidant le Conseil économique, social et environnemental. Et ces 2 attitudes, avec beaucoup de responsabilités professionnelles entre-temps, l'ont fait attacher au principe de résultat entrepreneurial et puis au principe aussi de dialogue, de discussion et de légitimité. Et donc, nous lui avons demandé s'il voulait bien réfléchir avec nous sur ces questions et organiser un travail de réflexion sur ces sujets pour donner à nos organisations démocratiques un souffle supplémentaire. Nous avons été très heureux de voir qu'il s'était très bien entouré, puisqu'il avait demandé à Jean-Paul Bailly, d'une part, et à Jean Grosset, d'autre part, de l'accompagner dans cette réflexion. 2 personnalités qui, dans tout leur parcours, ont fait preuve de leur capacité à comprendre l'efficacité et à la saisir, mais aussi à savoir respecter les autres, à savoir organiser, à savoir rassembler. Et on sait bien qu'aujourd'hui, dans ce monde moderne, on n'agit que si on peut rassembler. Et donc,
Ils se sont adjoints un certain nombre de personnalités, dont Françoise Villain, et puis ils ont demandé, dans cette réflexion qu'ils ont engagée, à un certain nombre de personnalités d'être auditionnées, de venir leur présenter leurs réflexions. Ils ont frotté leur cervelle et ils ont invité, pour la conclusion de cette gymnastique intellectuelle, Jean-Dominique Sénard, le président du conseil d'administration de Renault, qui viendra conclure nos travaux et qui nous rejoint tout à l'heure. Je suis très heureux que cette personnalité assez exceptionnelle, profonde et responsable, qui est Jean-Dominique Sénard, participe à ces travaux parce que, au fond, ce sont parmi les meilleurs visages de la société civile. Et là, au fond, nous sommes sur un sujet qui mobilise la société civile. Je vais vous dire une chose, une petite confidence. Moi, j'ai découvert presque sur le tard la société civile. J'avais 40 ans, je venais d'être élu président de la région Poitou-Charentes, cette très belle région. Et figurez-vous que ce jour-là, un jour de cette année bénie, où une entreprise américaine nous annonce la création de 500 emplois à Rochefort, en Charente-Maritime. C'était une époque où on était à la chasse des emplois. On avait 500 emplois qui nous venaient des États-Unis sur le littoral atlantique, dans cette belle, plus belle de toute région de Poitou-Charentes. Alors naturellement, comme tous les élus dans ce genre de circonstances, nous avons fait une grande fête pour inaugurer cet nouvel équipement. Et c'était dans une belle zone industrielle, Bel Air, à Rochefort. Et là, il y avait le maire qui avait ceint de son écharpe, prend la parole pour nous dire que grâce aux services municipaux, grâce à la capacité de la ville, nous avons su répondre à toutes les questions matérielles, opérationnelles de cette entreprise. Bravo, monsieur le maire, merci à l'équipe municipale. Sur ce, le président du département est arrivé grâce à l'agence départementale qui a construit une stratégie de développement pour la Charente-Maritime. À ce moment-là, là-bas aux États-Unis, ils ont vu qu'il y avait un département efficace. Et ils sont venus en Charente-Maritime, à Rochefort, dans la zone de Bel Air. Et le président de région, tout fraîchement élu, arrive pour expliquer que grâce à cette politique de formation professionnelle, compétences régionales, reconnue dans le monde entier, Poitou-Charentes, la meilleure de toutes les régions, on est capable de faire traverser l'Atlantique à 500 emplois. Qui peut dire mieux? Et puisque on était jour de fête, on avait fait venir le ministre du coin, M. Marchand, ministre de l'Intérieur, qui nous a expliqué que grâce aux ambassadeurs, grâce à tout le système diplomatique de la France, on était capable de pouvoir valoriser tous nos intérêts, toutes nos capacités. Et voilà pourquoi, dans cette cité de Bel Air, à Rochefort, en Charente-Maritime, en Charente, en France et en Europe, les Américains étaient venus. Et naturellement, après tous ces beaux discours, on a invité tout le monde à aller voir ce qu'on appelle là-bas le Pinot d'honneur. Et là, le chef d'entreprise a levé la tête. Est-ce que je peux dire merci? Alors, il dit, bien sûr, on avait oublié de lui donner la parole, mais on lui a laissé la parole. Et dans un français impeccable, au micro, il disait, si vous saviez le bonheur qu'est le mien de créer 500 emplois dans ma ville natale. Ce jour-là, j'ai compris ce qu'était la société civile. Et j'ai compris qu'il fallait vraiment être dans cette situation. Je salue Jean-Dominique Sénard qui nous rejoint. C'est un grand bonheur. Non, vous n'avez rien manqué jusqu'à maintenant. L'essentiel, je vous attendais pour le dire. Et donc, dans ce rôle-là, la société civile est extraordinairement importante et on voit bien aujourd'hui que la société civile peut inspirer un certain nombre de situations, des situations que le politique aujourd'hui enferme quelque peu dans des réclamations, dans des pesanteurs, et quelquefois même au-delà, dans un certain nombre de polémiques qui font qu'il y a une sorte de paralysie collective qui peut s'installer. Et nous voyons bien qu'il faut que le politique puisse trouver de l'oxygène ailleurs pour être inspiré par un certain nombre de dynamiques qui sont importantes quant à la légitimité des responsabilités, quant à l'efficacité. Tout ça, évidemment, ça demande aux entreprises et aux différents partenaires de la société civile aussi de pouvoir faire preuve de leur capacité à inspirer la vie politique. On le voit aujourd'hui dans bien des domaines. Je pense à cette place que prend dans le management des entreprises toutes les questions de l'impact. On voit dans les investissements, on voit dans la logique très importante où finalement les questions de la collectivité, les questions de la société sont prises en compte par l'entreprise. Et donc il y a beaucoup de choses avec les RSE, avec les responsabilités, il y a beaucoup de choses qui sont aujourd'hui très positives.
Mais il faut être vigilant aussi, quand on regarde ça de manière collective, dans l'intérêt général, à ce qu'on protège aussi ces atouts de l'entreprise dans nos débats de société. Par exemple, sur les questions de responsabilité. Il est clair que les entreprises, les organisations, nous apportent sur la responsabilité un certain nombre de réflexions qui sont importantes pour nous tous. Parce qu'on ne peut pas, dans la logique de l'entreprise, séparer la responsabilité de l'entrepreneur de celle des résultats. Hélas, en politique, on le peut. Car en général, les décisions que nous prenons en politique, nous ne sommes pas là quand elles se mettent en place. Et donc, ce sont les successeurs qui inaugurent notre bonne décision. Et c'est aussi quelquefois qui bénéficient des inconvénients de nos mauvaises décisions. Mais nous avons cette difficulté de saisir le résultat. Et donc, nous sommes pris dans un certain nombre de complexités. Dans le domaine des entreprises, il y a cette logique de la responsabilité, qui est une logique essentielle. Encore faut-il qu'elle soit reconnue. Très franchement, moi j'étais inquiet quand je voyais des citoyens demandant à une entreprise française de fermer son usine en Russie. Est-ce que c'est à l'opinion publique de prendre des responsabilités pour une entreprise quand on a un conseil d'administration qui a ses responsabilités, qui a sa politique éthique, qui doit veiller naturellement à sa légitimité, mais qu'on doit respecter comme une légitimité et avec une correspondance d'une responsabilité? Un conseil d'administration, c'est lui qui peut savoir s'il y a des investissements qui ont été faits, qui peuvent légitimer un départ, qui peuvent légitimer un certain nombre de mesures. Seule cette responsabilité-là peut être reconnue comme une responsabilité pertinente. Pour le reste, on va être dans des logiques d'émotion, dans des logiques superficielles qui peuvent être dangereuses. Donc on voit bien que nous avons besoin aussi, avec de ces formes d'expression que sont les entreprises, nous avons besoin de cette logique aujourd'hui qui est une logique de responsabilité, mais en même temps une logique de légitimité. Donc c'est pour ça que je crois que non seulement les entreprises nous apportent aujourd'hui des idées, on voit bien que le monde du travail est en train de changer, on voit bien que si on veut approcher les changements en ce qui concerne le télétravail, que ce sont des entreprises qui vont nous apporter un certain nombre d'éclairages sur la société. Encore faut-il qu'on puisse les protéger pour valoriser la responsabilité, faire connaître la gouvernance d'une entreprise, faire connaître les responsabilités lourdes des entreprises. La responsabilité, renforcer la légitimité de la décision entrepreneuriale, la protéger. Veiller à ce qu'on ne l'enferme pas dans un certain nombre de dispositifs qui, quelquefois, en la privant d'un certain nombre de libertés, la privent d'un certain nombre de responsabilités. Responsabilité, légitimité et connectivité liées à la société pour pouvoir comprendre les problématiques de la société, parler à la société. On a toujours tort quand on n'est pas incompris par la société. Il faut pouvoir écouter la société. Dans une démocratie, la société doit pouvoir être attentive à ce que disent les responsables, mais il faut que les responsables soient attentifs à la société. Et tout ceci, aujourd'hui, finalement, me paraît très pris en compte dans les entreprises où on voit aujourd'hui beaucoup de démarches sur la responsabilité des uns et des autres, sur l'éthique, sur les conflits d'intérêts, sur un certain nombre de sujets qui sont des sujets très importants que les entreprises portent, sans que ce soit forcément un débat national, mais c'est un débat assumé, notamment au niveau d'un certain nombre d'espaces qui peuvent être considérés comme décentralisés dans la République. D'ailleurs, on voit bien aujourd'hui qu'un grand nombre de décisions se prennent par une dialectique entre la ville et l'entreprise, au fond, par des pouvoirs locaux, par des pouvoirs territoriaux qui, au fond, s'articulent et qui règlent les choses sans forcément ni faire de bruit, ni de faire des débats politiques, idéologiques et surtout polémiques dans ce type de décision. Voilà pourquoi je pense que ce groupe était très important pour nous et qu'il était important de pouvoir rassembler une réflexion sur ces sujets. Donc je voudrais remercier Patrick Bernasconi du fond du cœur parce qu'il a donné à cette mission, qui prolonge un peu celle que déjà le gouvernement lui avait confiée avec le Premier ministre Castex. C'était, je crois, une réflexion importante qui lie toujours cette question responsabilité, légitimité et l'inspiration qui peut venir dans notre société de la logique entrepreneuriale, de cette logique de responsabilité et de légitimité. Et puis donc, merci aux uns et aux autres de s'être prêtés à cet exercice et merci aux différents orateurs qui vont s'exprimer maintenant dans les deux tables rondes. Et je voudrais vraiment vous dire que nous sommes là sur quelque chose d'essentiel. Je vous parle comme quelqu'un qui fait 50 ans de politique, qui a été président de région, qui a été parlementaire, qui connaît notre société quand même assez en profondeur. La perte d'efficacité des systèmes publics, la perte de légitimité doit nous inquiéter et nous devons inspirer fondamentalement nos démocraties
par un certain nombre de réformes. D'ailleurs, nous ne travaillons pas tous ensemble. Je n'ai jamais vu de réunion politique entre la démocratie israélienne, la démocratie japonaise, la démocratie française pour savoir comment on pourrait s'inspirer de bonnes pratiques. Chacun travaille dans son coin. Mais nos démocraties sont quelquefois menacées. Et on voit les régimes autoritaires qui arrivent à avoir un certain nombre de succès. Nous sommes toujours attachés au dialogue, au respect des uns et des autres. Encore faut-il qu'on cherche les bons lieux d'inspiration. Sans doute que le monde entrepreneurial est un des bons lieux d'inspiration. Il a probablement des défauts, mais qui n'a pas de défauts? Et l'essentiel est de jardiner l'ensemble de nos qualités. Je vous remercie de vous être rassemblés pour une réflexion qui est beaucoup plus importante que même le pays ne le pense. Merci. Mesdames, Messieurs, alors ça va être particulièrement difficile. Je savais que le sujet intéressait et passionnait totalement Jean-Pierre Raffarin, et il a su nous le démontrer dans son préambule, ce qui fait qu'il a fait et son intervention et la mienne, mais tout ça va très bien. Ceci, c'est pas un problème. Je vais quand même vous redire quelques petits points, peut-être, que je pense essentiels, peut-être pour démarrer cette table ronde. Tout d'abord, cher Jean-Pierre, je voulais tout d'abord vous remercier de m'avoir confié cette mission. Qui a permis de déboucher sur ce colloque, sur un sujet que vous avez dit évidemment extrêmement important pour une réflexion et un travail qui est tout à fait essentiel. Alors je peux aussi en témoigner parce que vous l'avez dit, j'ai eu une mission qui m'a été confiée par Jean Castex, j'ai remis ce rapport il y a quelque temps, c'était rétablir la confiance des Français dans la vie démocratique. C'est exactement le même processus et c'est exactement les mêmes inquiétudes. Et on a retrouvé évidemment des préoccupations qu'on retrouvait aussi dans la gouvernance des entreprises chaque fois qu'on pouvait interroger les chefs d'entreprise. Les entreprises ont souvent un temps d'avance sur les évolutions de la société et le social va plus vite que le politique. C'était votre intuition, mon cher Jean-Pierre. Je pense que vous avez raison et ça a été le point de départ évidemment de notre réflexion collective avec Jean Grosset, avec Jean-Paul Bailly et puis avec évidemment Françoise Villain. Alors après avoir écouté pendant plusieurs mois beaucoup de chefs d'entreprise, des syndicalistes, des conseillers, des consultants, nous avons identifié de nombreuses pratiques et expériences confortant cette intuition et nous permettant d'organiser et d'ouvrir un débat. Cependant, nous ne souhaitons pas restreindre notre réflexion à l'organisation, aux transformations opérationnelles qui pourraient être dupliquées par l'État ou différents services, mais ouvrir un champ bien plus large de réflexion. Alors évidemment, cette idée de transposer les pratiques organisationnelles des entreprises dans l'administration, elle n'est pas nouvelle. Il s'agit du New Public Management. Ainsi, les modes d'organisation et de fonctionnement des entreprises inspirent déjà les pouvoirs publics, la gestion de projet, la transversalité, la définition d'objectifs quantifiables et pilotables sont amenés aujourd'hui à diffuser dans les administrations. Et le travail qui donc nous a été confié ne consistait pas à nous arrêter à des concepts, mais à identifier, à dégager de nouvelles pratiques afin de répondre à une multitude de défis auxquels notre pays doit faire face en tant que république indivisible, laïque, démocratique et sociale, pour reprendre les termes de notre Constitution. Comme chef d'entreprise, comme ancien président de cette fédération des travaux publics dans laquelle vous êtes cet après-midi et ancien président du CESE, je peux affirmer que oui, les entreprises ont des solutions à suggérer pour inspirer, je pense, les pouvoirs publics. Car ces entreprises sont au cœur de nombreux défis, vous l'avez dit Jean-Pierre, l'adaptation au changement climatique, la renaissance de certains territoires, la transformation digitale, les enjeux socio-éthiques. Les entreprises sont au contact du terrain, ce qui leur confère une perception spécifique de toutes ces questions. Si nous regardons les grandes crises que nous avons vécues ces dernières années, nous constatons que les entreprises ont été de vrais catalyseurs. Elles ont su dialoguer, s'adapter, innover et même faire face à l'imprévu le plus total. En effet, ça a été le cas avec la crise du Covid-19, où il a fallu revoir en quelques jours toutes les organisations, le fonctionnement, la communication. Et plus récemment, lorsqu'il a fallu faire face à la flambée des augmentations du coût de l'énergie, suite au déclenchement, bien sûr, de la guerre en Ukraine. Les entreprises sont ainsi perpétuellement en mouvement, s'adaptant aux circonstances nouvelles. Or, paradoxalement, dans le même temps, là aussi vous l'avez dit, la gouvernance publique est aujourd'hui menacée de lourdeur, de lenteur, voire d'inertie, et donc parfois sujette à critique. J'ai rappelé au début de mon propos les termes de l'article 1er de la Constitution. Il me semble que parfois nous avons tendance à oublier que notre démocratie est aussi une démocratie sociale. Pourtant, j'y crois profondément.
La société civile a toute sa place aux côtés des institutions politiques. La société civile, et plus particulièrement la société civile organisée, elle a dans son ADN la capacité à produire des consensus. Cette remarquable aptitude permet de traiter des sujets parfois brûlants. J'ai pu le constater au CESE, par exemple lors de la Convention citoyenne sur le climat, mais aussi sur de nombreux sujets abordés dans cette maison du consensus, comme j'aime l'appeler. Cette véritable innovation démocratique n'était bien sûr pas exemple de défaut, et beaucoup l'ont souligné, mais elle a permis à des citoyens de faire émerger des idées ou des solutions concrètes. La société civile a beaucoup à proposer et nous allons en faire la démonstration aujourd'hui. Nous vivons dans un monde de défiance généralisée, les institutions, les élus, les syndicats, les médias. Le baromètre Opinionway pour le Cevipof et Sciences Po a mesuré en juin dernier que 19% des Français ont confiance, seulement 19% des Français ont confiance dans les partis politiques. 19%. 34% dans les médias, c'est guère mieux. Cette défiance aboutit évidemment à une remise en cause croissante des institutions et à des décisions qu'elles prennent. Les derniers mois que nous avons traversés témoignent bien d'une incapacité croissante à dialoguer pour faire œuvre de consensus. Chacun reste campé sur ses positions et la radicalité gagne peu à peu tous les champs du paysage politique. C'est pourquoi il nous apparaît que l'enjeu principal est celui, vous l'avez dit, de la légitimité, je dirais même de la légitimité perçue d'une décision. Alors, comment structurer ce débat ? Au fond, nous avons pensé que le meilleur fil rouge possible était d'examiner comment se construit, et non comment se prend, j'insiste sur ce point très anglo-saxon, comment se construit une décision, dans l'entreprise en particulier. Sans légitimité, et ce sera notre premier débat, pas de compréhension, pas d'adhésion, pas de motivation des acteurs, pas d'engagement, pas d'attractivité et de rétention des talents, et aussi pas d'amélioration de l'efficacité et de la productivité. Et donc, pas de mise en œuvre efficace et responsable. Et là, ça sera notre second débat, si la première partie concernait le premier débat. Alors, pour animer ces deux tables rondes, nous avons des modérateurs, deux personnalités qui ont travaillé avec moi. Tout d'abord, il y a Jean-Paul Bailly qui sera sur la première table ronde, qui a consacré dès 1970 toute sa carrière au service public. Il a présidé, vous le savez, la RATP pendant 8 ans, la Poste pendant 11 ans. Jean-Paul a été aussi l'un des 5 garants du grand débat national organisé pour répondre à la crise résultant du mouvement des Gilets jaunes. Et par ailleurs, il a publié quelques ouvrages, certains sur les transports publics et d'autres comme Demain est déjà là, prospective, débat, décision publique et réformé par le dialogue et la confiance, des thématiques pas très éloignées de ce qu'on va parler tout de suite. Pour la seconde table ronde, c'est Jean Grosset qui sera aux manettes, c'est l'un des membres fondateurs de l'UNSA. Il a été conseiller social de Jean-Christophe Cambadélis quand ce dernier était premier secrétaire PS. Après, il a été aussi membre du bureau, questeur du CESE. Il est aujourd'hui membre de la Fondation Jean Jaurès et directeur de l'Observatoire du dialogue social. Alors, véritable archéologue du dialogue social, il est aujourd'hui en France l'un des grands sachants, je pense, de ce domaine, mon cher Jean. En conclusion de ces tables rondes, nous aurons Jean-Dominique Sénard. Il nous fait l'amitié d'intervenir. Celui dont le nom, depuis le début de sa carrière, est associé aux plus beaux fleurons de l'économie française, Total, Saint-Gobain, Péchinet, Michelin. Il est aujourd'hui président de Renault. Depuis 2017, il est également vice-président de l'Institut Montaigne. Je pense qu'il nous apportera une vision originale de la gouvernance d'entreprise par les travaux qu'il a conduits en tant que co-garant pour les assises du travail lancées en début d'année.